Une production, Les Podcasteurs. Bienvenue, vous écoutez Coquelicot, le podcast qui replace le clitoris au centre de notre vitalité et qui remue en profondeur notre rapport au plaisir féminin. Un rendez-vous de reconnexion à la puissance de cet organe, trop longtemps ignoré. Un appel à notre boussole de sensibilité et de force. Les Coquelicots chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelicot lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelicot, tu ressens quoi, toi ? Nous sommes le 3 décembre et c'est l'anniversaire de mon grand chat. Il a 16 ans. Émile, né grand prémat, était en soins intensifs. C'est aussi l'anniversaire d'une très proche amie d'adolescence. Cette écoutation leur est spécialement dédiée. Troublant d'être là aujourd'hui, en face de ma nouvelle invitée et auprès de vous, dans ce studio utérin de Coquelicot. Aujourd'hui, je reçois Anne-Laure Buffet, thérapeute, conférencière et auteure, spécialiste des violences psychologiques intrafamiliales et sociétales. Auteure de nombreux ouvrages dont les titres tracent une voie, Les prisons familiales, Les mères qui blessent, Les séparations qui nous font grandir et le dernier sorti en octobre, Tous toxiques, tous victimes. Bonjour Anne-Laure, par où commencer tant le chantier des violences est vaste, cadenassé de tabous et confus. Alors à quoi est-ce qu'on repère les violences psychologiques ? Ou qu'est-ce qui sonne l'alerte de la violence psychologique ? À quoi doit-on porter attention ? Oh, bonjour Caroline. Vaste question. À quoi doit-on porter attention ? C'est pas à quoi, c'est à qui. On fait trop attention, systématiquement, on fait trop attention à l'autre, à ses comportements, à ce elle est en train de faire, dire, ne pas faire. En fait, on fait jamais attention à soi. C'est très rare quand on parle de violence, de tout ce qui fait la vie, d'ailleurs. On fait pas attention à soi. Pourtant, je sais qu'on y est invité. Oser avoir confiance en soi, oser dire non, oser se sentir bien. Enfin, tous les conseils qui sont donnés, mais on fait jamais vraiment attention à soi. On le fait toujours en regard de l'autre. Alors c'est vrai que souvent on se dit oui, mais si je fais attention à moi, je vais être égoïste, on va me détester, je perds tous mes amis. Mais sauf que si on fait pas attention à soi, si on n'est pas capable de savoir qui on est soi, l'autre ne peut pas nous connaître, donc il peut pas faire attention à nous. Il fait attention à l'image qu'on renvoie. Pour en revenir à la violence, ça part souvent de là, c'est que le système est faussé au départ. Si on agit, si on essaye de correspondre à ce que l'autre attend, renvoie, demande, si on essaye de fuir des schémas, si au contraire on essaye d'en construire parce qu'on en manque, mais en fonction de ce qui nous est proposé, on n'est jamais pleinement nous-mêmes dans une relation. Alors je dis pas qu'un jour on arrive à être pleinement nous-mêmes. De fait, quand il y a une interaction, il faut quand même tenir compte un minimum de l'autre. Mais c'est vrai que si on agit, si on rencontre quelqu'un et qu'on est uniquement dans la projection des désirs ou de ce qu'on croit être les désirs de l'autre ou les attentes ou les besoins sans s'interroger sur est-ce que ça me convient, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que j'en ai envie, est-ce que je consens ? Le consentement, c'est pas que sexuel. Le consentement, c'est dans l'interaction, il devrait être tout le temps là. Est-ce que je consens pour des choses idiotes ? Est-ce que je consens à aller au cinéma ? Alors, ça peut paraître idiot de le dire comme ça, mais c'est pas parce que notre chérie nous propose une super soirée au cinéma qu'on a envie d'aller au cinéma à ce moment-là. Il faut pouvoir s'autoriser à dire, c'est gentil, mais là, ce soir, j'ai pas envie, je suis fatiguée, j'ai pas la tête à ça. On peut faire autre chose, peut-être demain, à un autre moment ensemble, mais là, je serais pas bien, donc on passerait finalement pas une bonne soirée. On n'en garderait pas un bon souvenir ensemble.
Et c'est à tout ça qu'il faut commencer à faire attention avant même de parler de violence psychologique. En fait, on est dans une société, c'est extraordinaire. Alors, c'est soit on va super bien, soit il y a de la violence. Il n'y a pas de juste milieu. Et c'est pour ça que j'ai écrit Tous toxiques, tous victimes. Parce que c'est cette espèce de plateau de balance là, complètement déséquilibré où on est heureux, on va bien, c'est le monde des bisounours, on se met sur Instagram, on vient de manger des super bonnes pâtes, super. Et un quart d'heure après, on rentre chez soi en disant oui, mais j'en ai marre, ça fait 3 mois qu'il sort plus les poubelles, et d'ailleurs, il est super toxique, et moi, je suis super victime. Il y a aucun équilibre, il y a aucune responsabilisation, aucun recul, ni sur soi, ni sur l'autre, ni sur la relation, ni sur rien. Tout devrait être tout de suite parfait, et si c'est pas parfait, c'est forcément destructeur. Non, c'est pas, encore une fois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est d'abord moi qui je suis. Tant pis si je suis pas quelqu'un de génial. Tant pis si je suis pas parfait. Tant pis si je fais pas plaisir à tout le monde. Tant pis si je suis nulle en certaines choses. C'est pas grave tant que j'arrive à trouver mon équilibre avec moi, puis à renvoyer aussi du positif autour de moi. À vouloir être parfait tout le temps, être instagrammable tout le temps. C'est vraiment ça, on est instagrammable. Ouais, c'est une première violence qu'on s'inflige à soi. Faut peut-être d'abord se dire, voilà, je ressemble pas à un magazine de mode. Je suis pas la mère parfaite, heureusement, parce que pour reprendre un titre de livre, la femme parfaite, la mère parfaite est une connasse. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le livre. Mais c'est vrai. Enfin, la perfection, c'est dramatique. Et en fait, oui, faut se laisser un petit peu tranquille. On aime les gens qu'on aime, on les laisse tranquilles. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas avec nous-mêmes? Et toi, qu'est-ce qui, dans ta vie de femme, t'a amené à t'engager dans ces questions et dans la prévention des violences? Qu'est-ce que tous ces ouvrages racontent de toi? De moi, ils racontent forcément beaucoup de choses, mais peut-être beaucoup plus dans ce que j'ai observé que dans ce que j'ai vécu, finalement. Parce que des situations violentes, on en vit tous. Après, il y a une part d'objectif et il y a une part de subjectif. Et ce qui va être violent pour moi le sera sans doute pas pour toi, et inversement. Je parle de choses quand on est dans l'émotionnel. Il y a des situations qui sont objectivement violentes. On rentre chez soi, on a été cambriolé, c'est violent. On a un accident de voiture grave, c'est violent. On reçoit des coups, on est victime d'une agression physique ou psychologique, c'est violent. Mais la hauteur de la violence, la hauteur du ressenti, elle dépend quand même de chacun. Donc, c'est difficile de dire, je peux pas dire que j'ai écrit ces livres en regard de ce que j'ai vécu. J'ai vécu ces livres en regard de ce que j'ai vécu, entendu, connu, observé. C'est un long parcours quand même. Je suis fille unique et c'est important dans l'histoire. Je le dis pas parce que le fait est pas passionnant en tant que tel, mais c'est très compliqué, je crois, de comprendre le fonctionnement des fratries quand on est enfant unique. Et quand j'étais petite, j'étais dans une ambivalence parce qu'à la fois, je jalousais mes amis qui avaient des frères et sœurs en me disant c'est bien de temps en temps, c'est les autres qui prennent, c'est pas toujours le même. Et en même temps, je me disais j'ai quand même de la chance parce que moi, je peux faire plein de choses avec mes parents. Et finalement, plus il y a d'enfants, et moins les parents ont facilement la possibilité de dire on emmène tout le monde. Et donc j'ai fait beaucoup de choses avec mes parents. Parce que j'étais enfant unique, parce que mes enfants, décidément, pour une thérapeute, bonjour le lapsus, 2 fois de suite, parce que mes parents m'emmenaient souvent avec eux et j'en garde un super souvenir. Et en même temps, je sais que j'ai ce manque de la fratrie. Et j'ai dû, à un moment petite, j'ai dû en souffrir, j'en garde pas de souvenir. En revanche, j'en garde une interrogation. Et c'est une des choses que j'essaye d'explorer dans mes livres. Moi, je l'ai pas vécu, mais enfant, j'avais une amie très proche dont la mère était, à l'époque, je trouvais qu'elle était très sévère. Aujourd'hui, je dirais que c'est une mère maltraitante. Mais j'ai des images très, très, très fortes de nous petites, vraiment petites, avec sa mère en train de hurler des choses abominables et moi me disant elle a rien fait quoi. Pourquoi est-ce qu'elle crie comme ça sa mère? Elle a rien fait. Et c'est tout ça. Alors après j'ai fait je suis juriste de formation après maître orienté, mais l'orientation elle découle même pas tellement du fait d'être juriste, elle découle de ma vie, je crois, le fait d'avoir préféré à un moment la voie thérapeutique plutôt que la voie judiciaire.
Mais c'est pareil, dans le monde du droit, on entend, on voit des choses qui sont absolument terribles, et le droit n'arrive pas à tout réparer, loin de là. La justice peut se montrer extrêmement injuste parce qu'elle n'a pas les moyens d'être juste ou d'être équitable avec tout le monde. Donc c'est tout ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, on est toujours en décalage par rapport à notre situation. Et si moi, je peux apporter ma pierre pour essayer de permettre à certaines personnes de se recaler, de se recentrer, et à défaut de mieux comprendre ou de mieux accepter, en tout cas d'être plus ancrées dans leur quotidien, puis de se détacher d'un certain nombre de situations qui sont absolument dramatiques, ben voilà, j'ai pris cette voie-là. Bon, après, c'est vrai que ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, je m'attendais pas du tout à ce que 100% de mon temps professionnel et presque personnel, parce qu'en fait, le cerveau est tout le temps en réflexion, soit consacré, voué à essayer de prévenir ou d'accompagner ou de réparer des situations de violence intrafamiliale. Ça a été un choc au début, de m'apercevoir que c'était aussi profond et que ça dépasse largement le cadre des violences faites aux femmes et faites aux enfants. C'est beaucoup plus vaste que ça comme problème. Alors, attention, je minimise pas du tout les violences faites aux femmes, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc ça a été, on a un peu les deux pieds au bord d'un précipice en se disant, finalement, qu'est-ce que je suis venue faire là? Je vais faire demi-tour, c'était mieux derrière. Et puis non, quoi, c'est... Enfin, si je dois faire quelque chose en étant sur Terre, sans être dans des envolées lyriques, si je dois faire quelque chose, si ma parole permet de contribuer à ce que d'autres aillent mieux, c'est bien. Et c'est vrai que il y a certaines semaines qui sont dures, et puis quand à la fin de la semaine, j'ai un mail ou un appel d'une personne qui dit « Ah, super, j'ai obtenu ça, j'ai réussi à faire ça, maintenant je fais ça, je vais mieux. » J'ai pas besoin de merci, quoi. C'est d'entendre la voix qui renaît vraiment, tu vois, l'élan vital qui revient dans le propos. On se dit « Waouh, c'est... » tout ce travail, tout cette énergie volontairement mise là-dedans, mais toute cette énergie, elle a un sens. Et ça, il n'y a pas besoin de champagne, parce que c'est champagne. Quel lien tu fais entre la prévention des violences et la prévention sexuelle? On ne peut pas y avoir de prévention. Enfin, si on veut prévenir, quand tu dis prévention des violences, j'imagine les préventions des violences sexuelles, donc ou la prévention sexuelle. Je sais pas, je me demande si un certain nombre, la question que je me pose auprès de toi, c'est est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de violences psychologiques qui prennent source dans une non-éducation sexuelle ou tu vois, ou une frustration sexuelle ou une binarité du scénario sexuel. Je me demande. Je sais pas, je crois que c'est pas l'un qui fait l'autre ou l'autre qui fait l'un, mais que c'est en interaction permanente, parce que de toute façon, on est indéniablement censé être individuellement en interaction avec notre propre sexualité, quand elle n'a pas été trop conditionnée, trop contrainte, trop formatée, trop incomprise, le verbe n'existe pas, donc je vais l'inventer, trop tabouisée. Et pourtant, notre société, on évolue comme ça. Et c'est... si je prends la question, une question très, très basique, la question des règles, a priori, toutes les femmes ont leurs règles, de leur puberté jusqu'à la ménopause. Ça fait partie de la sexualité parce que ça va conditionner des étapes de notre sexualité à tout point de vue. D'abord parce que c'est les cycles, parce que la souffrance physique qu'on peut avoir au moment des règles, la fatigue que ça engendre, parce que indéniablement c'est lié aussi à la fécondité, aux grossesses et puis aux transformations du corps au moment de la ménopause et au fait qu'on se ressent pas de la même manière dans l'interaction avec l'autre. Et donc dans l'interaction sexuelle, et les règles sont devenues un sujet à un moment, mais je crois que si on apprenait aux ados et ensuite aux hommes
à arrêter de se moquer d'une femme ou de supputer qu'elle a ses règles parce que ce jour-là, elle est de mauvais poil, on en est encore là, quoi. En 2021, on se bat pour l'égalité des sexes, on se bat contre toutes les violences. Ce sujet-là, faudrait l'aborder quand même. Moi, je l'ai encore entendu, je le dis, parce que je l'ai encore entendu il y a 3 jours dans la rue. Ouais, de toute façon, elle a ses règles. Oui, et alors? Enfin, ça devrait pas être un sujet, et c'est une super violence. Et c'est donc rien que ça. Mais la violence, c'est quoi, en fait, dans l'interaction? C'est dès qu'il n'y a plus de respect, ou qu'il n'y a pas de respect à l'origine. Éduquer quelqu'un, éduquer son enfant, c'est le respecter pour qu'il s'autonomise, qu'il s'individualise, qu'il puisse se construire. Avoir une interaction professionnelle, amicale, amoureuse avec quelqu'un, c'est être dans le respect de la demande de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va accéder à toutes les demandes. Ça veut dire qu'on est capable d'entendre que l'autre a un besoin et une demande. Et dès qu'on l'entend pas, on respecte pas. Dès qu'on va à l'encontre, on ne respecte pas. Alors, c'est bien beau de lancer des grandes phrases sur le respect, c'est fait pour tout. Ben oui, mais justement, c'est essayer de comprendre ce que veut dire le respect. Donc, violence psychologique, violence sociale, violence intrafamiliale et sexualité, c'est un peu, en fait, une espèce de presque d'écosystème où à un moment, tout va se mélanger et se confondre. Mais si au cœur, au noyau de cet écosystème, on n'a pas, pour le moins, l'intention d'être dans le respect, c'est-à-dire dans la conscience de l'autre, dans l'altérité, on n'avancera pas. Alors, encore une fois, je me contredis pas par rapport à tout à l'heure. On a une meilleure conscience de l'autre quand on a une bonne conscience de soi. Mais si on n'a pas ça à l'origine, on est forcément à un moment violent, toxique, incapable d'entendre. Alors, pas question non plus de faire de nous des êtres parfaits. Encore une fois, la perfection, c'est un absolu inatteignable et c'est super compliqué. Ça nous déphase complètement de vouloir être parfait. On devient très violent pour nous-mêmes, pour le coup. Mais enfin, on peut pas s'estimer, en tout cas respectueux tous les jours de toute l'année avec tout le monde. Ça voudrait dire que finalement on est privé de nos émotions, qu'on n'a plus de colère, qu'on n'a plus de joie. Parfois on a des joies qui sont complètement décalées. Tout le monde est triste et nous on se sent joyeux. Qu'est-ce qu'on fait de cette joie? Et inversement, on peut être dans une profonde tristesse ou une grande colère. Et si tout le monde nous dit non mais t'inquiète pas, ça va aller, apaise-toi, finalement ça, c'est comme de souffler sur les braises. C'est non, laissez-moi m'exprimer. Si en ce moment je vais pas bien, j'ai le droit de dire flûte. Et donc le respect, c'est aussi entendre ça. Mais on parle tellement du mot consentement. Moi, j'aime pas tellement ce mot-là. Je préfère la notion de respect, en fait. Parce que c'est compliqué le consentement, le oui, le non. C'est compliqué pour les jeunes et c'est compliqué à tous les âges. Par moments, on dit oui alors qu'on voudrait dire non pour des choses toutes bêtes jusqu'à la sexualité. On se dit pourquoi je viens de dire oui? Enfin, qu'est-ce qui vient de me passer par la tête? Oui, je peux t'aider. Ben non, en fait, je peux pas t'aider. Mais maintenant que j'ai dit oui, je suis coincée. Et si on revient en arrière, on passe pour quelqu'un qui est soit versatile, soit pas fidèle. Donc oui, je préfère dire non. Écoute, je t'ai dit oui, mais en fait, je suis vraiment désolée. J'aurais jamais dû te dire oui. Et ça, c'est du respect de soi, du respect de l'autre. Alors ces violences invisibles, elles peuvent créer des traumatismes. Oh ben oui. Parce que dans le invisible, il y a donc qu'on ne les voit pas. Donc j'entends qu'il faut apprendre à mieux s'écouter et entendre ses radars intérieurs pour savoir si ça nous va ou pas. Est-ce que toi, tu as des trucs à donner pour être mieux à l'écoute de ça? C'est quoi les signaux de ces violences invisibles? Tu viens un peu de le dire, c'est de mieux s'écouter. Alors après, c'est pas parce qu'une fois on va ressentir quelque chose où on va être mal à l'aise, dérangé, perturbé, choqué, que c'est une violence. Puisque le principe, encore une fois, c'est l'interaction, on peut ne pas être en phase du tout avec notre conjoint, avec la personne qui nous parle. C'est pas pour autant que la situation est violente et c'est pas pour autant que la personne est violente. Mais ce qu'il faudrait pouvoir faire dans ce cas-là, tout de suite, c'est pouvoir le dire, sans se dire on me dit quelque chose ou on me fait quelque chose qui me convient pas.
Mais comme peut-être que ça me convient pas, mais j'ai tort de me dire que ça me convient pas parce que l'autre, ça lui convient, je dis rien. Bah non, on peut le dire tout de suite. Là, ce que tu es en train de faire, ça me convient pas. Et il faut pas croire qu'on va passer notre vie à être dans des échanges où on va systématiquement se dire bah là, tu vois, ce que tu fais, ça me convient pas. Bah non, bah justement, toi aussi, ce que tu fais, ça me convient pas. Non, c'est quand même... il faut pas non plus braquer sur tous les détails du quotidien. Enfin, je dis ça parce que avec cette puissance donnée aux pervers narcissiques, mon ennemi préféré, on a l'impression qu'il y en a partout. Si on soulève un caillou du chemin, il va y avoir 40 pervers narcissiques dessous. Et donc, il y a des personnes qui deviennent obsédées par ça, qui vont chercher partout, dans tous les détails de leur vie, si par hasard, elles n'ont pas vécu de la violence, si ça justifierait pas quelque chose. Non, il faut quand même être un minimum responsable et responsabilisé. Et c'est pour les choses qui peuvent vraiment nous atteindre, où il faut se poser la question. Quelqu'un qui... votre conjoint rentre, il a oublié d'acheter le pain, c'est pas de la violence. C'est pas un pervers narcissique. C'est pas quelqu'un de monstrueux qui commence déjà à vous enfermer dans un système d'emprise. En revanche, si tous les soirs, c'est anecdotique. Et en même temps, c'est pas anecdotique. Si tous les soirs, vous lui dites, s'il te plaît, quand tu rentres, prends le pain, et que tous les soirs, il rentre en disant, j'ai oublié, j'ai encore oublié, je dis pas que c'est de la violence. C'est pour le moins de la négligence. Et là, si on le fait pas remarquer, si on se dit, bon, finalement, il est encore rentré tard, puis là, il pleuvait, et puis j'aurais dû lui redire, et puis c'est pas de sa faute, et puis pourquoi je suis pas sortie? Parce que finalement, à force d'excuser l'autre, ben, on se blâme soi. Il y a un moment, on n'a plus d'excuses à fournir à l'autre. Donc, si on veut continuer à l'excuser, il faut bien blâmer quelqu'un, on va se blâmer soi. Là, ça devient de la violence. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est qu'est-ce que je suis en train de penser par rapport à une situation que je vis qui ne me convient pas et dans laquelle j'arrive pas à m'exprimer. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Pourquoi j'arrive pas à m'exprimer? Est-ce que c'est parce que l'autre me renvoie à quelque chose que j'ai déjà vécu avant, qui était violent, et j'ai le sentiment de répéter, donc de pas avoir le droit? C'est une espèce de formatage de l'esprit? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une situation inconnue de moi? Et là, je suis dépourvue de dialogue. Je ne sais pas comment dire ce que tu es en train de dire ou de faire me fait mal. Qu'est-ce qu'il va penser si je dis ça me fait mal? Mais quand bien même l'autre dirait t'es complètement ridicule, ok, très bien, je suis peut-être ridicule. C'est peut-être disproportionné, n'empêche que ça me fait mal. Alors si je te le dis pas, je vais être de plus en plus ridicule et ça va se déséquilibrer de plus en plus la relation. Et pour que je sois pas ridicule, ben autant qu'on en parle tout de suite, parce que c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est de pas pouvoir le dire, et ce qui est encore plus grave, c'est de le dire et de pas être entendu, donc d'être rejeté. Ouais, c'est dur, c'est hyper insidieux, hein, le scénario relationnel de... C'est très lent, tu sais. Alors, c'est pareil, c'est quelque chose qui, pour moi, mais il y a certains soirs qui sont super compliqué quand j'essaye de réfléchir aux journées où je me dis faut pas oublier dans quelle société on est. Tout à l'heure je parlais d'Instagram, dans cette société de l'immédiateté où tout doit aller bien tout de suite, tout doit être beau tout de suite, tout doit être réussi tout de suite, où la frustration n'est pas permise. C'est quelque chose qui n'existe pas. On doit obtenir des résultats en claquant des doigts. Je trouve ça, au début, je trouvais ça magique, mais maintenant, je trouve ça tuant. On envoie un SMS, on n'a quasi pas envoyé le SMS qu'on a déjà la réponse. On fait sors de mon téléphone. Mais très bien, mais alors, puisque j'ai une réponse, est-ce que je dois répondre tout de suite? Le pire, c'est WhatsApp et Facebook. T'envoies un MP, t'envoies un message, il y a marqué que ça a été vu. Et après, on fait quoi? Pourquoi on me répond pas? C'est hyper violent. Je viens d'envoyer un message et ça fait 10 minutes que vous n'avez toujours aucune nouvelle réponse. C'est affreux. Mais il n'empêche que... Ça nous rend fou. Il n'empêche... Voilà, ça rend dingue. Cette société, elle nous rend dingue. Donc, la violence psychologique, aujourd'hui, on peut la réfléchir comme on la réfléchissait il y a 10 ans. Et on doit aussi la réfléchir différemment. Ça peut pas être exactement le même propos. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, Facebook, on l'avait pas. Facebook, c'est arrivé vraiment en France en 2007. Facebook, c'est un truc adolescent, ça a 14 ans. Et on est des adultes qui jouent avec un truc adolescent qui se transforme tout le temps, qu'on n'a pas compris.
On ne sait pas quoi en faire de ce truc-là. C'est vachement sympa parce qu'on peut parler avec tout le monde, mais personne... Enfin, pourquoi on ne répond pas tout de suite ? Là, je suis hyper dispo et on ne me répond pas. Donc, ça te renvoie à un sentiment d'abandon. Ça te renvoie à tes frustrations. Ça te renvoie à tes manques. Et finalement, ce qu'on vit dans le réel, on le vit dans le virtuel. Ce qu'on le vit dans le virtuel, on le projette dans le réel. La violence psychologique, quand il y a eu la loi sur les violences psychologiques dans les couples, dans le droit de la famille, donc la loi c'est 2010, aujourd'hui elle est, dans les termes, elle est presque plus valable. Parce qu'elle tenait pas compte des réseaux sociaux. Elle tenait pas compte de Internet. Elle tenait pas compte d'une surcommunication. Elle tenait pas compte de tout ça. Elle pouvait pas. Et aujourd'hui, il faut à chaque fois la réadapter. Et comme on ne peut objectiver la violence que grâce au cadre législatif ou légal, et que donc on ne peut transmettre réellement ce qu'est la violence, l'expliquer, former sur ces sujets-là, au regard du cadre législatif et du cadre moral qui s'y ajoute quand même, il faut absolument qu'on tienne compte de sociétalement ce qu'on est en train de vivre. Si on s'en tient à un contexte, ça allait super vite. Si on s'en tient à un contexte de, on va dire, 2009, les personnes aujourd'hui, on va leur expliquer des choses qui ne sont pas raccords par rapport à ce qu'elles vivent. Et c'est là où, si on prend l'évolution des relations, si on recontextualise, on va dire au-delà des guerres, au-delà de tout ça, si on prend entre 1900 et 1970, je dépasse 68, 1970, les transformations sociales ont été moindres par rapport à ce qu'on a vécu depuis 1970 et particulièrement depuis 2000. Il y a à chaque fois une accélération des phénomènes. Et c'est tout ça aussi qu'il faut considérer. Et on demande finalement aujourd'hui, et là, si je parle 2 secondes du féminisme, on demande aujourd'hui aux hommes de modifier complètement toutes leurs réflexions, tous leurs comportements, toutes leurs relations à eux-mêmes et à l'autre, extrêmement rapidement, alors que ça fait des siècles qui sont posés dans un moule. Aujourd'hui, il faudrait, sous prétexte que MeToo, sous prétexte qu'on s'est battu pour l'égalité depuis longtemps, mais qu'il y a des choses qui sont mises en place, il faudrait que radicalement, ils aient, depuis, MeToo, ça a 4 ans, depuis 4 ans, qu'ils aient radicalement changé, sinon ils sont bons admis à la benne. Et finalement, on finit par inverser le système de la violence. C'est tout ça. Et tu vois, c'est pour ça que je dis, il y a certains soirs, c'est super difficile de se dire, en fait, on en est où ? Parce qu'on essaye d'avoir un propos construit, donc rationalisé par rapport au temps, à la temporalité, à ce qu'on veut laisser passer. Et pour le rationaliser, il faut le recontextualiser dans une société qui est en modification perpétuelle chaque jour. Et puis là, il y a encore des choses avec la crise sanitaire qui se sont passées. Donc on est complètement décalé et le propos est souvent mal perçu, alors que l'objectif, c'est on ne vous parle pas dans 6 mois, on vous parle dans 1 an, on vous parle dans 5 ans, on vous parle dans 10 ans. On fait quoi de nos actes et de nos comportements actuels ? On en fait quoi à moyen terme ? À quel moment c'est important d'être vraiment reconnu et de se reconnaître comme victime ? Ou dans quelle situation ? Parce qu'il y a à la fois, tu poses clairement qu'on est tous victimes, tous toxiques, qu'en plus on est dans un temps de société où les choses s'accélèrent énormément et où tous nos repères sont en train de fléchir. Donc c'est violent pour tout le monde. Et en même temps, on vit, on meurt avec à peu près la même espérance de vie qu'il y a 40 ans. Voilà, dans quelle situation c'est quand même super important pour se réparer, d'être reconnu et de se reconnaître victime. C'est pour ça que je te parlais du cadre légal, parce que je crois qu'à un moment, il faut quand même s'y référer. Alors, il fait pas tout. Hein. Il est insuffisant pour dire victime, pas victime. Mais si on s'en tient à vaguement 1 ou 2 lectures sur Internet de 1 ou 2 témoignages en se disant « Ah ouais, je me reconnais complètement, je suis hyper victime. » Finalement, on se fait du tort à soi-même, on fait du tort à l'autre, on fait du tort à la relation. Je crois que la première question à se poser, c'est
pourquoi est-ce que je me demande si je ne serais pas victime, finalement? Pourquoi est-ce que... Parce que forcément, c'est signifiant de quelque chose. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en difficulté va pas presque être focalisé, Il ne va pas être attiré par obsédé. cette Voilà, question. c'est à un autre niveau, tu vois, il y a, puisqu'on parle heureusement énormément de la pédocriminalité et de l'inceste, et je dis heureusement parce que c'est tellement effrayant. Je crois que la majorité des gens ne sont, et c'est compréhensible, pas conscients de l'ampleur de l'horreur du problème. Mais il y a plein de gens, j'ai entendu plein de fois en séance des personnes me dire: «Mais moi, je me suis jamais demandé, et est-ce que vous pensez?» Je dis: «Non, non, je pense pas que vous seriez une victime d'inceste ou de pédocriminalité qui aurait complètement refoulé ou qui serait totalement dans le déni. C'est les victimes, même si elles ne ressentent pas tant qu'elles ont pas la mémoire de ce qu'elles ont vécu, les victimes de maltraitance sexuelle enfant, ont des attitudes, des comportements, une relation à la vie qui est faussée et qui est abîmée. Et quelqu'un qui a une vie, on va dire, à peu près stable et à peu près équilibrée, n'a pas à se questionner, ne devrait pas se questionner. C'est quand on commence à se questionner sur ça et ça et ça dans ce que j'ai vécu, est-ce que c'est être victime? Est-ce que je me sens victime? Dans quoi je me sens empêchée? Là, il faut peut-être effectivement, pour le moins, aller consulter. Et encore une fois, tu as le cadre légal, et puis après, tu as le cadre moral, tu as le cadre subjectif, tu as tout le champ émotionnel. Et je vais te prendre deux exemples de couples que je vais mettre en balance. Et ça existe, hein, des couples qui sont, dans ce que l'on observe, violents entre eux verbalement, parce que ça fonctionne dans des débordements verbaux, des insultes, ça crie. Et c'est pas pour ça que le couple va mal, parce qu'ils ont trouvé leur équilibre là-dedans. Alors, objectivement, en le regardant de l'extérieur, on peut se dire, quand même bizarre quand même d'être autant à cran à longueur de temps, mais c'est leur équilibre. Je dis pas que c'est sain. Je dis que c'est leur équilibre. Et que c'est pas parce que l'extérieur considère que c'est pas sain ou toxique qu'on doit leur imposer notre vision. Et puis, tu prends un autre couple où pareil, le ton va monter à longueur de temps. Et en fait, il y en a un qui est dans l'agression permanente et l'autre qui est dans la réaction permanente. Et là, pour le coup, ça n'est pas sain et c'est toxique, puisque l'interaction repose sur cette violence-là. Alors, encore une fois, je dis pas je ne normalise pas le fait de s'envoyer des injures à la figure, pas du tout. Non, j'entends, mais c'est super intéressant la distinction que tu fais. C'est pas parce qu'on observe des comportements qui pour nous sont violents que pour la personne qui les vit, c'est violent. Donc, on ne doit pas imposer notre compréhension de la toxicité à tout le monde. En revanche, la limite, elle est justement dans la morale et elle est dans le cadre légal. Et si ça rentre plus dans aucun cadre, ou si ça tape une des deux bordures, là, ça dépasse nos compréhensions, soit parce qu'on le vit, soit parce qu'on l'observe. Ça dépasse nos compréhensions, c'est que la violence, à partir du moment où elle est objective ou objectivée, on n'a plus à s'interroger. Elle est là. En quoi la sexualité est-elle un espace où se rejoue, se réveille et se libère nos traumas? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à la fois, tout d'un coup, ils viennent se manifester à nous, mais c'est aussi peut-être un endroit où on va s'en libérer. Ouais. C'est un endroit où on peut s'en réparer. La sexualité, faut l'entendre au sens large. Hein. Je n'entends pas la sexualité simplement dans le fait qu'on soit dans l'intimité sexuelle avec un autre que nous, ou même avec nous-mêmes. C'est un sujet qu'on n'évoque pas toujours pour les femmes, d'ailleurs. Par exemple, la masturbation. C'est un endroit qui peut être très réparateur. Enfin, c'est un moment qui peut être très réparateur. Alors, c'est très tabou, hein, encore aujourd'hui. Les hommes ont le droit de se masturber et les femmes, je sais pas, on doit être des icônes, j'imagine, des saintes de vitrail. Mais, ou sinon, on est moqué dans notre désir masturbatoire. Mais la masturbation, je pense que c'est un moment qui peut être très réparateur parce que c'est un moment de reconnexion
C'est si je devais le comparer, tiens, je vais faire une comparaison. J'ai tendance à décaler mes comparaisons parce que je trouve que si on décale, on entend mieux ce qui peut être violent justement à entendre ou tabou. À un moment, on l'entend mieux si c'est décalé, mais quand on se prépare, quand on se met de la crème sur le visage, par exemple, qui est un geste assez banal, et ben il y a plein de gens qui vont le faire en faisant vraiment attention. Donc en suivant les courbes de leur visage, en faisant attention à ce que ça soit un moment qui dure pas 3 heures, mais qui leur fasse du bien. Et puis il y en a d'autres, je dis pas qu'elles se mettent vaguement de la crème et qu'elles s'envoient des claques en même temps, mais pas loin. Pas loin, et je le dis parce que je l'ai entendu aussi en séance, des femmes me disant: «Mais en fait, moi, quand je me mets de la crème, c'est parce que sinon la peau, elle tire trop et ça fait mal. Mais je me frotte le visage, en fait et je me le frotte fort» et puis après, dans le travail de la thérapie, elles comprennent pourquoi et hem et finalement, la masturbation, c'est au-delà de se caresser, simplement le sexe. C'est prendre conscience de son corps, c'est écouter son corps, c'est écouter son désir et c'est un vrai moment de reconnexion avec soi. On ne devrait pas, se sentir coupable ou en avoir honte. C'est un vrai moment de réparation et la sexualité, en fait, enfin la conscience sexuelle, encore une fois, l'autre peut nous y amener. On peut être, parce que trauma, parce que, manque d'éducation, manque de paroles reçues, plus jeune, l'autre, la personne avec laquelle on est, peut nous amener à nous découvrir sexuellement. Mais je crois que si on a cette ouverture-là, c'est presque un cadeau qu'on se fait que d'être en connexion sexuelle, seul, avec nous-mêmes. Et je le dis pour les femmes, mais je le dis aussi pour les hommes, puisque pour les hommes, justement, la masturbation, on le voit trop comme quelque chose de biologique, hygiénique. Enfin, il y a des images qui sont associées à la masturbation masculine et la pornographie instantanément. Vaillante. C'est voilà. Ostentatoire. Et je pense que pour eux aussi, ils seraient, s'ils étaient autorisés, si on leur disait, mais en fait, c'est un moment de connexion avec soi, donc on parle de nous et de notre clitoris et de notre vagin et de notre vulve qu'on connaît pas ou qu'on connaît pas assez ou qu'il faut découvrir très bien. Alors, ok, les organes génitaux d'un homme, indéniablement, c'est beaucoup plus visible que chez une femme. Ça, j'avais remarqué. Mais c'est pas parce que ils le voient et qu'ils le touchent qu'ils le connaissent. Et je crois que si nous on a besoin, enfin en tant que femme, si on a besoin d'apprendre à nous aimer pleinement, bah faudrait peut-être qu'on leur dise c'est pas un truc purement féminin. Enfin c'est humain et c'est pas s'aimer, c'est aimer tout ce que l'on est. Quelle différence tu fais entre séparation et rupture? C'est pour toi. Comment? Celle-ci, elle est pour toi. La séparation, c'est un temps long. La séparation, elle commence avant la rupture et elle finit après la rupture. La rupture, c'est net. Voilà, c'est une cassure. C'est je suis avec un tel ou une telle à 14h10 et à 14h11, je dis c'est fini et à 14h12, on a rompu. Enfin, j'ai rompu. Donc le lien est rompu. Au moins pour moi, je viens de le signifier. Il y a une rupture. Et quoi qu'il se passe après, il y a une rupture. Même si en fait, il y a réparation, il y a retrouvailles, il y a réconciliation, il y a rupture parce qu'il y a quelque chose qui a été dit et qu'on n'effacera pas. On n'est pas, on n'est pas amnésique de ça. C'est pas vrai. Et ça restera et ça va rester comme un signal d'alerte ou comme une blessure. Alors que la séparation, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça s'élabore. Ça se ressent. C'est des étapes. C'est les fameuses étapes du deuil ou pas. Mais on ressent à un moment qu'on ne peut plus être dans une situation.
Et si on prend les étapes du deuil, c'est le moment du choc, quoi. Je réalise que c'est plus possible, mais je sais pas encore comment je vais arriver à passer à autre chose. Puis il y a toute la période de tristesse, de renonciation, de se dire, j'ai cru en ça, j'ai voulu ça, j'ai aimé la personne, j'ai désiré, j'ai idéalisé. Qu'est-ce qu'on idéalise quand on aime? Ça, faut le dire aux plus jeunes. N'idéalisez pas l'autre. C'est le lien amoureux, le piège du lien amoureux, c'est l'idéalisation qu'on fait de l'autre. Et la volonté de garder cet idéal-là. C'est l'autre, il peut être génial, c'est pas pour ça qu'il est idéal. Et la relation peut être géniale, et c'est pas pour ça qu'elle est idéale. Et ça permet de mieux supporter les moments plus compliqués. Mais oui, la séparation, il y a la tristesse, il y a ces fameuses musiques qu'on écoutait ensemble et que j'écouterai plus jamais parce que sinon je vais mourir. Enfin, c'est Bridget Jones, quoi. On est assis sur notre canapé avec notre pot de glace et c'est All by Myself. Et puis il y a de la colère. Il y a une colère monumentale. C'est pourquoi il m'a fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'y suis allée, je m'en veux, je lui en veux. Je lui en veux pas, j'ai appris des choses, c'est accepter ce qu'on a vécu, c'est comprendre ce qu'on a vécu. C'est très, très long de se séparer. Et c'est pour ça que on a ces moments, j'allais dire d'hésitation, ce fameux no contact auquel on a invité plein de gens. Moi, je trouve que c'est une hérésie complète. C'est comme de bloquer quelqu'un. Enfin, je vais cliquer sur une croix et je suis hyper protégée. J'ai cliqué sur une croix, on peut plus me contacter. Waouh, trop bien. Le no-contact, le fait de cliquer sur une croix comme ça, je parle pas de situations extrêmement violentes, hein, je parle du quotidien, enfin de vie, de nos vies banales, entre guillemets. Mais c'est quoi, en fait? C'est se protéger du fait que l'autre entrerait en contact avec nous. Donc, ce nouveau contact réveillerait en nous des émotions qu'on n'arriverait pas à gérer. Mais c'est terrible en infantilisation. Il faut apprendre nos émotions. Alors, c'est pareil, tu vois, tout à l'heure, je disais, oser se faire confiance. Pareil, alors là, on nous vend des produits pour apprendre à gérer nos émotions. On a l'impression que les émotions, elles fonctionnent sur tableur Excel. Et en même temps, non, je vais avoir trop d'émotions s'ils me parlent. Alors, je vais tout cliquer les petites croix, là, je vais les bloquer partout. Facebook, Insta, WhatsApp, hop, ils me parlent plus. Mais c'est pas comme ça qu'on n'a plus d'émotions. Enfin, c'est juste du déni et de la fuite. Et on est dans cette société qui nous dit, bon ben finalement, si ça va pas, je vais pas l'appeler comme ça parce que je vais quand même pas te faire trop mal. Je vais pas te dire que c'est un mécanisme d'évitement. En revanche, je vais dire, bloque-le et fais autre chose. Ah oui, mais ce que j'ai vécu, mon histoire, ma relation, en fait, l'amour que j'avais, le trauma que ça peut laisser, j'en fais quoi? Le désamour et qu'est-ce que je fais de ça? Donc tu vois, la séparation, c'est très long. Et aujourd'hui, on nous dit pas qu'on a le droit de se séparer. On nous dit, ouais, non, mais si ça va pas, quitte-le. Oh, bah, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est un peu plus long que ça, c'est un peu plus douloureux que ça. C'est comme cette phrase qui est terrible. Non, mais ça va, quoi. Maintenant que c'est fini, tu vas aller bien. Ouais, est-ce qu'on peut me laisser le temps d'aller mal ou ça se passe comment chez vous? Parce que moi, je vais peut-être aller mal et je vais le vivre, ce moment d'aller mal. Et tu vois, c'est tout ça. Tu te dis, on est tellement dans l'urgence Mmh. qu'on n'est plus dans la contemplation, c'est sûr. On est peu dans la méditation, mais on n'est plus non plus dans l'effondrement. On n'a pas le droit d'aller mal. Bah si, on a le droit d'aller mal, parce que ça permet d'aller mieux après. Alors, quand c'est pas la faute de la mère, c'est la faute de la mère du père. Tu t'es attelée à la question de l'emprise de la mère. Alors, ça démarre où L'emprise et de à la quel mère. moment, ouais, et à quel moment qui reprend la responsabilité de quoi? Enfin, pourquoi c'est important de dégager de l'emprise de sa mère dans certaines situations et à quel moment chacun doit reprendre sa responsabilité? Hmm. Mère, je vous aime. C'est quoi l'emprise d'une mère, en fait? C'est le fait que la mère, de plein de manières possibles, n'ait pas laissé à son enfant la possibilité d'être un individu à part entière, ne l'ait pas autorisé à se détacher d'elle, qu'elle ne le considère pas comme un individu, une personne. En
fait, c'est tous les mécanismes qui vont de l'extrême fusion. Donc, l'enfant est une part de la mère et une espèce de greffon qui est toujours attaché à elle, à l'inverse qui est l'abandon, la négligence totale. Et l'abandon, c'est pas forcément physique, hein. L'abandon affectif, il est dramatique. D'être aux côtés de quelqu'un qui ne considère jamais que nous sommes là, c'est un terrible abandon. Donc, et tout ça, ça met sous emprise, puisque ce qui est certain, c'est que le rapport archaïque dont nous avons besoin à l'autre, c'est le rapport à la mère. Enfin, je dis pas que le rapport au père est pas important, attention. Mais sauf scoop du jour dont je ne sois pas informée, ce sont les femmes qui portent les enfants. Et donc, c'est 8, pour la majorité des cas, 8, entre 8 et 9 mois intra-utérin. Bon, toi, tout à l'heure, tu parlais de ton fils qui t'est arrivé avant, mais on va dire la majorité des cas, c'est quand même 8 mois et demi, 9 mois. Mais j'ai refait une grossesse avec lui après. On était en unité kangourou et donc j'ai eu Émile contre moi pendant, en peau à peau pendant. T'as été un prolongement. Je me suis refait quasiment une grossesse, 8 mois, quasiment non-stop avec lui. Mais ce lien-là, on peut faire ce qu'on veut. Cette vie intra-utérine, on sait aujourd'hui à quel point elle va être marquante pour l'enfant. Mais si pendant la vie intra-utérine, la mère est déjà en difficulté dans sa place de mère, le premier lien, l'essentiel du lien est déjà manquant. Alors, je dis pas que les mères qui n'arrivent pas à être conscientes de l'arrivée d'un enfant, qui sont malheureuses pendant la grossesse, qui le vivent très mal, qui sont en difficulté, seront de mauvaises mères. C'est absolument pas ce que je dis. Je dis que le lien entre l'enfant et la mère est un lien qui est extrêmement spécial, puisqu'il y a cette vie intra-utérine, il y a ce premier arrachement. Encore une fois, ce sont les femmes qui mettent les enfants au monde, et c'est un arrachement. Sinon, on parlerait pas pour l'accouchement, on parlerait pas de la libération. Ça a un sens si on utilise ce mot-là. On parlerait pas du travail. La première fois où je l'ai entendu, on va aller en salle de travail. Je m'en souviens, j'étais petite et on m'a parlé de la salle de travail pour l'accouchement. Je me suis dit, c'est pas un examen. Enfin, oui, sauf que c'est un vrai travail. Enfin, tout ce qui est autour de la naissance, ça peut être aussi assez violent, la manière dont on en parle. Et si cette notion d'attachement, détachement, elle n'est pas bien réalisée, l'enfant, il reste attaché à sa mère. Soit parce qu'il n'a pas été assez attaché, en fait, elle ne l'a pas assez considéré, donc lui, il se raccroche pour avoir ce sentiment d'existence, soit au contraire parce que elle le maintient, et l'enfant, il a beau essayer de s'éloigner et d'avoir sa vie, elle arrivera toujours à le réattraper d'une manière ou d'une autre, à lui dire « je suis quand même ta mère, enfin je suis quand même là, je t'ai mise au monde, sans moi tu serais pas là, tu me dois tout, tu me dois la vie ». Ce genre d'injonction est extrêmement agréable à entendre, et je me suis perdue en cours de route par rapport à ta question, donc tu vas moins dire ce que tu me demandais. Mais... Je te demandais, justement sur cette question délicate de l'emprise de la mère, à quel moment... parce que c'est ténu, cette histoire de attachement, détachement, tout en restant relié. Ouais. Quand on a ce lien originel d'avoir été fabriqué dans le ventre d'une autre que soi, qu'on vit ce traumatisme de la naissance, qu'on est accompagné par cette présence ou par une trop grande absence. Voilà, je me demande à quel moment cette emprise, elle se transforme en lien, à quel moment c'est toxique, à quel moment? L'emprise est toxique. Une emprise, c'est toxique. C'est pas parce qu'on est un enfant devenu adulte, mais qui va très régulièrement voir sa mère, s'occuper de sa mère, appeler sa mère, etc., qu'on est sous l'emprise ou qu'on se sent dominé. Il faudrait pas que les personnes qui écoutent se disent « Ouh là là, mais moi j'appelle ma mère tous les 3 jours, en fait je suis sous emprise, je m'en suis pas aperçue, je suis hyper victime ». C'est pas ça. C'est quelle est notre intention? Comment on se sent, en fait, dans notre lien à notre mère? Est-ce qu'on se sent capable
de l'appeler, de pas l'appeler, de la voir, de pas la voir, de lui dire un certain nombre de choses et de ne pas lui en dire d'autres. Parce que, par exemple, les mères fusionnelles, il faudrait tout leur raconter jusqu'au détail le plus intime de notre plus profonde intimité. Non, en principe, justement, la mère ne doit pas savoir. C'est tout ce qu'on appelle l'incestuel, qui est le prémisse de l'inceste. En fait, c'est un peu comme l'incestuel est à l'inceste, ce que la violence psychologique est à la violence physique. C'est l'invisible de l'inceste. Euh, une, une mère, à un moment d'elle-même, devrait sentir que son enfant grandit, qu'elle est toujours dans un devoir de protection et de réassurance qu'elle aura toute sa vie. C'est le nombre d'adultes qui vont se cogner contre une table, comme ça peut nous arriver 100 fois dans l'année, et vont dire aïe ou vont dire maman. C'est pas qu'ils sont en train d'appeler leur mère, c'est une espèce de réflexe archaïque du petit enfant qui a mal au genou, il fait ah maman. Et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas parce qu'on le dit qu'on est infantile, infantilisé, dépendant, avec une mère hyper toxique. L'emprise, c'est cette impossibilité d'agir presque quoi que ce soit, sans que quelque part, il y ait comme dans les dessins animés, là, l'ampoule qui s'éclaire, maman, 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 qu'est-ce qu'elle va en dire, qu'est-ce qu'elle va en penser, je l'ai pas appelé, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ah, ça, c'est l'emprise, et c'est à ce moment-là qu'il faut il faut peut-être effectivement se faire aider et accompagner pour essayer de prendre plus d'autonomie. Et puis, à défaut de pouvoir modifier le lien, parce que pour modifier un lien, il faut que les deux soient d'accord. Mhm. Et une mère qui met sous emprise, elle renonce pas facilement à sa possession. Mais à défaut de modifier le lien, modifier sa propre posture, modifier ses croyances, et puis se décaler un petit peu. Et on voit des situations où les mères, en fait, le système ayant toujours existé comme ça, elles n'étaient même pas pleinement conscientes du tort qu'elles pouvaient faire à leur enfant, comme dans tous les systèmes d'emprise. Et puis, c'est la personne qui se décale et qui dit non, mais en fait, ça fonctionne pas, quoi. Et en se décalant, mais parce qu'elle parle, l'autre se décale aussi. Alors, ça peut être la mère, mais ça peut être la personne avec laquelle on vit, ça peut être et ça peut être au travail et dans toutes les relations. À un moment, si on ose dire, moi, je vais bouger dans la relation parce que là, ça, non seulement ça me convient pas, mais ça me fait du tort. Si l'autre entend, en fait, on va rééquilibrer la relation. C'est pour ça que dans certains systèmes de relations toxiques, ça sert à rien de dire partez, fuyez, c'est un monstre, votre vie est gâchée. On va parler du système aussi. Comment tu t'y es pris, toi, pour affronter tes paradoxes? Voilà, je sais pas si je les ai tous affrontés, mes paradoxes. Ouais, mais jusque-là, comment tu t'y es pris? Est-ce que j'ai ménagé la chèvre et le chou vis-à-vis de moi-même? Est-ce que... Non, sérieusement, je crois pas que je les ai affrontés, mes paradoxes. Je crois qu'ils se sont atténués, que certains ont disparu. Parce que, justement, je me suis libérée d'un certain nombre de croyances. Parce que j'ai pas une personnalité... je m'attache beaucoup aux gens, mais je me détache facilement. C'est-à-dire que il me faut du temps pour me détacher, mais quand je dis c'est fini, c'est fini. Et c'est... Voilà. Et c'est pas grave, en fait. Et j'ai eu plus de mal à me détacher d'un certain nombre de croyances ou de convictions que de relations. Parce que je sortais d'une relation, et je pense à quelques relations amicales. Mais en fait, j'en sortais, mais j'emportais mon bagage de croyances, quoi. Et c'est plus là où c'est pas vraiment des paradoxes, c'est des ambivalences, mais c'est plus ça où je me dis, en fait, ne plus être ami avec un tel ou une telle, ou ne plus être en contact avec un tel ou une telle, c'est pas très grave. Mais pourquoi est-ce que je reste en fait dans le même mode de fonctionnement? Donc ça revient tout à fait à ce qu'on disait au début, hein, c'est
Il y a un moment, et non pas que j'ai été tout le temps à blâmer l'autre, hein, loin de là. C'était un constat. Bon, on s'entendait bien, on s'entend plus, voilà. Mais et c'est plus, de tout ça, je fais quoi aujourd'hui? C'est là, l'année dernière, j'ai franchi le cap des 50 ans. J'ai jamais été aussi en forme. Donc en fait, c'est vachement bien d'avoir 50 ans. Non, mais en fait, c'est super parce que c'était encore un confinement quand j'ai eu 50 ans. Donc ça faisait 10 ans qu'on me disait ouais, t'es 50 ans, on va faire une grosse fête. Confiné, pas de fête. Moi, j'ai pas 50 ans. Voilà. Et comme c'est raté, je les fêterai pas, donc j'aurai peut-être jamais 50 ans. Mais je me suis jamais sentie aussi en forme, mais en revanche, beaucoup plus, justement, aujourd'hui, non pas détachée des gens, mais détachée de certitudes ou de croyances que je trimballais avec moi, qui me rassuraient, et dont aujourd'hui, j'ai plus besoin. Donc, peut-être que j'ai dû sembler très paradoxale à plein de gens. J'ai dû sembler ambivalente. J'ai certainement été par moments toxique parce qu'on l'est tous à un moment pour quelqu'un. Pour certaines personnes, si ça a pu les mettre en difficulté, j'en suis désolée pour elles. Je sais qu'il y a des choses en moi qui changeront pas et j'ai pas l'intention de me radicaliser dans un autre mouvement que celui dans lequel je suis aujourd'hui. Mais c'est plus, je me suis débarrassée, un peu comme on se débarrasse de nos vieux habits qu'on garde par habitude parce que le pull, ça fait 10 ans que je l'ai pas mis, mais au cas où. Si un jour il pouvait me servir, je le garde quand même dans le placard. Et le jean, je le mettais quand je faisais 10 kilos de moins. Mais au cas où, si un jour j'avais l'intention de le remettre, je le garde quand même. Et voilà, ce genre de truc que tu as sûrement. On a tous un truc au fond d'un placard qu'on garde, on ne sait pas pourquoi. Voilà, moi, ça a été ça. C'était de faire un grand vide de mes placards et de me dire tout ça, tout ça, plein de choses. J'en ai vraiment soit le besoin, soit le désir. Et puis le reste, voilà. Alors, éventail des genres, féminisme qui se pense depuis une bonne centaine d'années, masculinisme qui se cherche. Pourquoi est-ce qu'il est urgent d'écouter son sexe? Peut-être qu'il a beaucoup de choses à nous dire, ou pas d'ailleurs. Ou pas. Peut-être qu'on lui donne parfois trop la parole. Peut-être qu'on lui donne pas la bonne parole. Peut-être qu'on attend qu'il dise des choses. Peut-être qu'on attend qu'il dise des choses qu'il n'a pas à dire. Que c'est pas à lui de le dire, en fait. J'allais dire, c'est comme si on faisait par moment une espèce de projection totale, une espèce de transfert de nos parents sur notre sexe, justement. C'est. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce qu'on n'attend plus de nos parents, est-ce qu'on doit l'attendre justement de notre sexualité, en fait? La réassurance, la protection, la considération, la valorisation. Donc, espèce de transfert ultime. Et qu'est-ce que notre sexe dit de nous individuellement? Qu'on est tous en recherche de quelque chose et on sait même pas vraiment de quoi, je crois. Et parfois, on cherche alors qu'on n'a pas besoin de chercher, mais parce qu'on nous a tellement répété que on n'est peut-être pas bien à notre place, on n'est peut-être pas hyper équilibré, qu'on n'est peut-être pas vraiment dans la situation, quelle qu'elle soit, particulièrement affective, qu'on désirait, qu'on finit par se créer des doutes là où on n'en aurait pas si on n'était pas perpétuellement questionné. Qu'est-ce que notre sexe dit de nous? Faut peut-être un peu foutre la paix aux autres et s'intéresser un peu plus à nous aussi. Et puis un peu moins distordre les relations, un peu moins les compliquer. Un peu. La question du genre, elle est passionnante, elle est complexe. Et en petite partie, elle est dangereuse. Nous sommes ici grâce à un ami commun, Antoine Dupéra. Bonjour Antoine. Ouais, il a une question pour toi. Oh, il m'a dit que Antoine. L'amitié, c'était un sujet précieux pour toi. Ouais. Ça représente quoi, l'amitié? Qu'est-ce que ça peut nous offrir? Qu'est-ce que ça nous offre? L'amitié, c'est la maison des adultes. L'amitié pour l'adulte, en tout cas, c'est la maison de l'adulte.
C'est son espace, c'est le lieu et le moment où on peut être vraiment nous. Parce que on n'est plus avec nos parents. On n'est pas forcément parents à ce moment-là. Et on a le droit d'être toutes les parts de nous, de la plus fragile à la plus solide ou la plus convaincue, ou sans craindre le moindre jugement. C'est là où on peut aller au bout de nos effondrements et au bout de nos joies, vraiment. Donc parce qu'on dans l'amitié adulte, on sait qu'on ne va pas déranger l'autre. Donc on n'est pas dérangé par l'autre et on n'est pas dérangé par le risque de le déranger. Donc c'est là où on peut vraiment être pleinement nous, en principe, pleinement nous. Et, il pose la question, Antoine, d'abord parce que ça... Enfin là, pour le coup, je le reçois de sa part comme une grande marque d'amitié, mais parce que c'est un ami et puis parce que c'est un sujet que je suis en train de travailler pour un livre. C'est très très compliqué l'amitié. Il y a presque plus de facilité à explorer le lien amoureux qui est très. C'est pas du tout basique le lien amoureux, mais on s'aime plus. L'amitié, c'est pas on s'aime plus. C'est on s'apprend, il y a de l'amitié. Enfin, dans l'amour, il y a de l'amitié, et dans l'amitié, il y a de l'amour. Mais il peut y avoir de l'amitié sans cette. L'amitié, elle n'est pas érotisée. Et, sans la décharge érotique. Ouais. Il y a pas. C'est très souvent la question de l'amitié homme-femme. Elle s'est posée. Dieu sait qu'elle se pose encore. Comme si l'amitié homme-femme ne pouvait pas exister parce que nécessairement elle est érotisée. J'aurais tendance à dire que particulièrement maintenant où on se pose ta question précédente sur le genre. Pourquoi l'amitié homme-femme serait plus érotisée qu'une amitié homme-homme ou une amitié femme-femme? On doit être extrêmement large. C'est pas homme, c'est pas femme, c'est pas trans. C'est pourquoi l'amitié humain-humain devrait ou non être érotisée. Tu vois, et pour ça que je disais la question du genre, elle est pour moi un tout petit peu dangereuse par moment parce que je suis dans des réflexions qui font partie du courant philosophique existentiel ou de l'existentialisme ou de l'humanisme, sans me prendre pour Sartre, et j'espère que j'ai pas la gueule de Sartre d'ailleurs, mais et on s'éloigne trop de l'humain pour nous ramener à des cases, et l'amitié pour moi elle dépasse justement tout ça parce qu'elle se pose pas la question. Il y a un élan du cœur au départ où il y a un intérêt commun, mais l'intérêt commun il se nourrit d'un élan du cœur et ça permet de tout dépasser. Alors en amour, on peut être l'ami de notre compagnon ou de notre compagne, hein, c'est pas. Mais quand on est l'ami, on n'a pas le même langage que lorsqu'on est dans la zone de l'amour. Et dans la zone de l'amour, il y a des choses qu'on dira pas, qu'on dira à l'ami. On va très loin avec les amis. Perdre un ami, c'est terrible parce que on laisse vraiment partir une part de nous qui est considérable. Quand on perd un amour, on a une grosse blessure, une énorme blessure, c'est la fin du monde, on va pas s'en remettre. Et puis on s'en remet. Perdre un ami, on peut vivre avec ce manque. Et quand je dis perdre, ça veut pas dire se fâcher, hein, c'est on a perdu un ami très 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 proche l'année dernière. Quand je dis on, c'est Eric, mon compagnon, et moi. Et c'était un ami très proche d'Antoine aussi. Et le vide laissé est immense. On le voyait tout le temps, il était tout le temps là et on faisait tout avec lui.
Et moi, le nombre de fois cette année où je lui ai pas envoyé les SMS, mais j'ai écrit des SMS en disant et je n'arrive pas à retirer son numéro de téléphone de mon téléphone et puis un Facebook qui nous rappelle les souvenirs il y a 1 an, il y a 2 ans. Merci. C'est vraiment il y a quelque chose de nous qui part et à l'inverse, avec l'amitié, il y a quelque chose de nous qui se fortifie chaque jour parce que même dans les moments les plus compliqués, on va instantanément penser l'ami et savoir que même si on peut pas l'avoir au téléphone, même si on peut pas le voir tout de suite, il y a alors je crois pas aux connexions télépathiques, mais il y a quelque chose qui est pas de cet ordre-là, mais il y a quelque chose qui est là et il suffira d'appeler et il suffira qu'il entende notre voix pour savoir. Et ça, c'est l'indicible de l'amitié, ce qui nous dépasse, en fait. Merci, Antoine. Je reviens quand même sur la question de la guerre des sexes ou des relations entre les sexes dans nos sociétés. La thérapeute féministe Élisande Collandan pointe les enfants saints du patriarcat. Oh, mais tu as lu Mona Chollet. Alors, Élisande, c'est une amie. C'est vrai, génial. Génial. Donc, qu'on serait tous... Enfin, moi, ça nous a beaucoup parlé avec Caroline en lisant l'article dans Le Monde cette semaine. Cette expression, les enfants saints du patriarcat, où en fait, elle remet quand même à plat qu'on est tous victimes et tous toxiques de nos relations entre les sexes. Qu'est-ce que toi, tu as à dire là-dessus? Qu'on n'est pas nos genres. On n'est pas nos genres. Pas tout à fait. Pas tout le temps, en tout cas. D'abord, je crois profondément qu'on ne peut pas se dire homme ou femme. Après, j'aime pas l'expression être assigné dans un genre à la naissance. Enfin, il y a un moment, c'est presque administratif. On va pas l'impression de remplir un formulaire CERFA, assigné dans un genre. Enfin, le CERFA numéro 2342 bis. J'aime pas ça. Parce que ça me dérange moi. Je dis pas que je juge même pas. Ça me dérange. Mais ta question, elle est autour du genre ou elle est autour de ce que dit Élisande? Non, elle est autour. Cette expression, les enfants saints du patriarcat, en gros, elle nous remet en responsabilité, hommes comme femmes, quel que soit notre genre intérieur, enfin le sexe qu'on décide d'avoir à l'intérieur. Ça nous met en responsabilité devant ce système qui a quand même légitimé que les hommes possèdent, violentent plus que les femmes. Voilà, et donc c'est là-dessus que j'ai envie de t'entendre. Alors pour reprendre ce que dit Élisande, et je suis parfaitement d'accord avec elle, elle parle pas de violence patriarcale, par exemple, elle parle de violence machiste. Et je le dis parce que ça va répondre à ta question, c'est-à-dire que sans remonter à il y a 4 siècles, en fait, il y a une grande bascule dans le pouvoir donné aux hommes au 19e siècle. Les femmes avant étaient beaucoup plus présentes qu'on imagine. D'ailleurs, si on prend le français et le problème de l'inclusif, etc., dans la langue française, il y avait beaucoup plus de professions, entre autres, avec le nom féminisé qu'il y en a maintenant. Donc, en fait, le 19e, c'est un bon recul. On va pas faire là l'étayage des raisons de tout ça et qui sont pas de bonnes raisons, mais il y a plein de raisons qui font que la puissance virile a été mise en avant et que les femmes aient été cantonnées à leur cuisine et pas que. Si possible avec des coups dans la figure, c'est quand même nettement plus drôle. Mais pour se défendre de ça, alors il y a les hommes qui vont répéter le système qu'on leur apprend. Et d'une certaine manière, si on leur apprend pas autre chose, pourquoi est-ce qu'ils iraient faire autre chose? C'est
Je ne sais pas si tu parles chinois, moi je parle pas chinois. Si demain matin on me dit maintenant va falloir parler chinois, je fais comment en fait? Parce que je l'ai pas appris. Eux, c'est un peu ce qu'on leur demande pour beaucoup, c'est de dire là on vous a fait comprendre que maintenant il fallait que vous parliez une autre langue que celle que vous avez toujours parlé, que votre père parlait, que votre grand-père parlait. Mais on vous demande de la parler avant de l'avoir apprise. Parce que sous prétexte qu'on vous a dit ça nous fait du tort, ça nous fait mal, ça c'est de la violence, vous devez avoir instantanément compris. C'est là où je te disais tout à l'heure, moi j'aimerais bien qu'on leur laisse pas un laps de temps de 150 ans, mais qu'on les accompagne en tant que femmes, qu'on les accompagne vraiment dans la modification de ce qu'ils sont, mais qu'on accompagne aussi les femmes parce que par réactivité et par défense, il y en a beaucoup qui ont absorbé ce système machiste. C'est pour ça que ça dépasse la question du patriarcat, parce que sinon, ça met finalement tous les hommes sont violents ou presque, ou possiblement porteurs sains, tu vois, les enfants sains, donc c'est porteurs sains d'une violence masculine, et toutes les femmes nécessairement sont victimes putatives ou réelles de cette violence. Et c'est pas vrai, puisqu'il y a des femmes qui portent les mêmes propos, qui ont les mêmes comportements que les hommes. Donc effectivement, quand elle dit les enfants sains du patriarcat, c'est avoir absorbé le patriarcat, mais le patriarcat du 19e ou du début du 20e siècle, et qui s'est même pas transformé, qui s'est transposé de génération en génération, et avec ces femmes qui aujourd'hui, il y en a certaines, je dis pas qu'on va être toutes dans la douceur, mais il y en a certaines qui ont tellement intégré les schémas machistes qu'elles vendraient père, mère, sœur, entendu au sens très large, pour écraser, pour dominer. Donc, ouais, et en ça, je rejoins Elisande. La sexualité est le lieu où la morale ne peut pas tout contrôler. Nos pulsions archaïques s'expriment. Qu'est-ce que ça raconte de la place de la violence et du pas-net dans nos fantasmes? Peut-être que si on était autorisé à avoir des fantasmes, peut-être que si on ne considérait pas ou plus que le fantasme dissimule quelque chose de pervers ou de malsain, il n'aurait pas besoin de s'exprimer dans la sexualité. Peut-être que si on était plus autorisé. Tu me demandais tout à l'heure ce que le sexe dit de nous. Le sexe, il dit de nous aussi nos fantasmes. Et peut-être que si on était autorisé à écouter nos fantasmes, ça ne veut pas dire qu'on va aller les raconter à la terre entière, hein, mais à se dire, oui, voilà, moi, mon fantasme, c'est ça, ou mes fantasmes, c'est... on n'aurait pas, tout le monde ne l'a pas, mais on n'aurait pas ce besoin d'aller le quêter dans la sexualité ou d'aller le traduire dans la sexualité. C'est... faut pas se leurrer, hein. On est humain, on est avant tout mammifère, donc on a tous un réflexe archaïque de défense, donc on a tous en nous une part de violence. Maintenant, c'est comment on l'intègre. Et le fantasme, en principe, il permet justement de canaliser nos pulsions, nos débordements, nos colères, nos frustrations. Si on accepte d'être un être avec des fantasmes, mais que le fantasme doit rester fantasme et qu'il ne doit pas s'exprimer, ne doit pas être traduit en actes ou en paroles, on peut vivre avec nos fantasmes. Le problème, c'est que, pareil, on a fait du fantasme quelque chose de presque de pervers. D'abord, on a mis le fantasme que sur le plan sexuel, hein, alors qu'on peut avoir des fantasmes de plein de choses, et c'est pas purement sexuel. Et puis, laissons-le être, puisque c'est une part de nous. Je suis pas à penser moi, ça, sur moi à longueur de temps. Loin de là, très loin de là. Mais il n'empêche que cette part de ça, ou cette part de fantasme, ou cette part
qu'on regarde comme s'il fallait, on sait qu'elle est là, mais on la met sous le tapis parce que faudrait surtout que personne le sache. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'aller le raconter. L'idée, c'est, en fait, ça va gêner qui si quelqu'un le savait? Un jour, c'est pas du tout sexuel, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que c'est normal à un moment d'avoir une envie de meurtre? Je dis, bah, ça dépend. L'envie de meurtre avec le passage à l'acte, c'est pas génial. L'envie de meurtre, mais parce qu'on se dit, je vais le tuer, j'en peux plus, je vais le tuer. C'est pas une envie de meurtre, c'est une expression qui signifie autre chose. C'est qu'il y a une colère qui voudrait parler et qu'on contrôle. Et on ne sait pas pourquoi on la contrôle. Et on ne sait pas quelle est cette colère. Donc en fait, c'est ça. Je vais le tuer, c'est quoi? C'est quoi en fait? Je vais tuer quoi? Je vais tuer ce qui est en train de me dire, ce qui est en train de se passer. C'est pas la personne. Et le fantasme, c'est un peu pareil. Alors, c'est pas dans le fantasme, il n'y a pas d'envie de meurtre, mais le fantasme, c'est un peu pareil. C'est finalement, ça dit quoi de moi? Donc pourquoi est-ce que j'aurais honte de ça? Après, on n'est pas obligé de traduire nos fantasmes dans la réalité. Pensée pour ton compagnon, Éric Poindron. Mettre de la poésie dans nos rapports sexuels? Je dirais qu'en principe, il y en a. Même dans les rapports, tu vois, quels que soient les rapports, quels que soient les rapports sexuels, pour plein de personnes, les rapports, le BDSM par exemple, c'est hyper violent, on va pas aller s'attacher, se fouetter. Encore une fois, alors là, la question du consentement et du respect, on est en plein dedans. Mais si les deux sont consentants, c'est leur histoire. Et quand on regarde tout ce qui est le BDSM, je dis pas qu'il y a une part forcément poétique dedans, mais il y a un langage. Et en fait, la poésie, c'est quoi? Alors, si Éric était là, il en parlerait 1000 fois plus longtemps et mieux que moi. Mais la poésie, c'est quoi? C'est un langage. C'est le langage que je vais utiliser pour te faire entendre autre chose que la pure réalité brute. Enfin, brute, pas brutale, hein, brute, telle qu'elle est. Et la poésie, c'est ça, c'est je transforme la réalité, mais je ne la maquille pas forcément. Je mets autour de cette réalité de la beauté. Je mets autour de cette réalité de l'esthétique. Et la sexualité, quelle que soit la sexualité, ça devrait être ça. Je vis ma sexualité et dans ma sexualité, encore une fois, que ça soit de moi à moi ou que ça soit une sexualité vécue à deux ou à plusieurs, c'est si je vais chercher de la beauté, c'est une sexualité, je pense, mieux vécue et qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. S'il n'y a pas de beauté, s'il n'y a pas d'esthétique, s'il n'y a pas de dégagement, de prise de hauteur par rapport à sa simple rencontre de deux corps, bah oui, c'est un acte sexuel, mais c'est pas la sexualité. Avant de se dire à bientôt, Anne-Laure, je te propose qu'ici, dans ce studio, chacun s'installe dans son espace intime. On prend le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Je vais te poser quelques dernières questions. Tu continues par encore plus dans un flottement par association libre. Ok. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité? Le soir. Le plus, c'est le soir. Ouais. Pas dans la journée. Je peux pas en travaillant. Je peux pas. Faut que je retire la sensibilité et la compassion. Donc je la laisse revenir le soir. En quoi ton coquelicot est-il une force? Peut-être parce qu'il me permet d'entendre également les hommes qui sont victimes de violences et d'essayer de les remettre un peu en harmonie avec eux-mêmes et puis ensuite avec les femmes. Quels sont les mots qui t'ont le plus touché pendant ce temps de partage? L'amitié. Coquelicot, tu ressens quoi, toi? Un profond désir de plus d'humanité aujourd'hui, de plus de temps, plus de respect, de plus d'écoute, vraiment. Que on arrête de se monter les uns contre les autres.
qu'on arrête de chercher la paille chez l'autre et qu'on regarde un peu la poutre qu'il y a en nous. Et qu'on n'ait pas peur d'en avoir une de poutre, c'est pas grave. Hein, qu'on soit un peu plus intelligent. Coquelicot, à présent ancré en toi, relié aux autres coquelicots, tu repars avec quoi ? Sans doute avec encore plus d'envie de questionner ces sujets-là et si c'est possible de partager les fruits de mes questionnements. Merci Anne-Laure. Merci à toi. À très bientôt pour un nouvel épisode de Coquelicot. Coquelicot, je nous trouve très beaux.